Bonjour Fabien. Bonjour. Et bienvenue sur Tech Geek et Brutal Kawaii. Et on aimerait savoir que tu nous présentes un petit peu Caliban. Alors, donc Caliban, qu'importe. À la base, c'est un groupe d'amis qui remonte à la fin des années 90, qui a commencé à travailler sur un projet de robot humanoïde avec un blog. Et puis de fil en aiguille, il y a des personnes qui sont intéressées à ce projet de groupe d'amis. Et du coup, au final, en 2008, on s'est syndiqué en association pour que toutes ces personnes puissent nous rejoindre. Et Caliban a continué à grossir et les réalisations réalisées dans le cadre de la sauce ont semblé crédibles à un certain nombre de professionnels du secteur. Donc ça nous a ouvert les portes de laboratoires, de grandes écoles, d'entreprises. On a vu comment ils travaillaient, ce qui fait que du coup, de Caliban, il y a pas mal de membres qui ont créé des sociétés. Il y en a eu 3 qui se sont créées depuis. Il y en a 2 autres qui sont en cours de création. Donc aujourd'hui, Caliban est une association qui regroupe aussi bien des amateurs, des passionnés de robotique, mais désormais maintenant aussi des grandes écoles et des entreprises, qu'elles soient issues de Caliban ou non. Alors justement, aujourd'hui, qui achète un robot, qui développe sur les robots? C'est quoi la clientèle entre guillemets? Je pense que si je devais faire une métaphore, et c'est peut-être même pas une métaphore, c'est très très similaire au marché du modélisme. Un robot, ça peut coûter assez cher. Il y a des robots starter d'entrée de gamme à 300-400 €. Ça reste raisonnable, hein. C'est le prix d'une PlayStation. Donc quelqu'un qui n'est pas spécialement passionné de jeux vidéo mais de robots, ça reste complètement accessible. Après, on va dire que pour avoir une machine musclée, ça commence à être du 8-10 000 €. Quand on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cher, on ne peut pas pratiquer sa passion sur des machines comme ça. C'est oublier qu'il y a des gens qui mettent beaucoup plus d'argent dans des trains électriques ou des avions radiocommandés. Quand on aime, on peut se débrouiller. Donc au final, le public sur les robots, forcément, il y a les écoles, les laboratoires, ainsi de suite, mais de plus en plus les amateurs dans le cadre du modélisme. D'accord. Et c'est des projets qui sont plutôt participatifs, qui sont plutôt open source, c'est ça? Alors chez Caliban, à la base, c'est l'idée de base, le rêve initial, effectivement, c'était d'avoir un projet collaboratif. Seulement, on a très vite compris qu'on était une association et qu'il était impossible d'imposer un cahier des charges à un membre, de lui imposer des deadlines pour que les autres puissent avancer, parce que forcément, par exemple, un projet de robot humanoïde, pour qu'un tel puisse avancer, il faut qu'un tel ait fait ci ou ça. Donc c'est des jalons à respecter, c'est devenu très très vite compliqué et plus crédible. Donc au final, on s'est réorienté, c'est-à-dire que chaque membre a son projet et bénéficie du savoir et de l'expérience des autres membres. Donc du coup, dans ce cadre-là, on organise par exemple des rendez-vous qui sont les AP robots, tous les 2e mercredis du mois au dernier bar avant la fin du monde, où on se retrouve, les gens viennent avec leur robot et puis tiens, je sais pas comment faire ci, t'es bête, est-ce que tu aurais dû brancher le fil rouge sur le bouton vert, enfin voilà, ce genre de choses. Donc Caliban aujourd'hui, c'est vraiment un groupe de personnes, d'entreprises, d'écoles qui s'entraident uniquement pour le partage de la passion. Alors, on est sur un univers très proche d'un autre univers qu'on aime bien sur le site, c'est l'impression 3D. Ouais. Je pense que c'est 2 méthodes ou 2 techniques qui sont en train de se développer. La convergence est totale en fait, et même dans la robotique, on va même dire, moi j'estime, parce que la robotique, je suis dedans depuis la fin des années 90, donc je l'ai vu évoluer. J'estime qu'au cours des 5 dernières années, les 2 grosses révolutions pour la robotique, c'est Kinect et l'impression 3D. Et là, effectivement, on voit même le nombre de membres de Caliban qui s'équipent d'imprimantes 3D à 1000 balles. Parce que même à 1000 balles, en fait, on arrive à sortir des très très jolies pièces, à simplifier complètement les choses. L'impression 3D est vraiment fondamentale pour la robotique aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la robotique, nous qui ne sommes pas des spécialistes, elle en est où exactement? J'ai pas entendu. Où en est la robotique aujourd'hui? Et c'est quoi demain, la robotique? Aujourd'hui, en fait, en étant réaliste, il y a le rêve de iRobot, le film avec Will Smith que bon nombre de personnes doivent connaître. Aujourd'hui, synthétiquement, il n'y a plus rien à inventer. Tout existe. Ce qu'il faut, c'est le mutualiser au sein d'une même machine. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des machines extrêmement intelligentes, des machines qui ont énormément de dextérité, des machines qui ont énormément d'autonomie, toutes ces choses-là, mais ce qu'il faut, c'est réussir toutes ces compétences-là à les ramener au sein d'une seule et unique machine. Donc ça n'est plus de la recherche fondamentale, c'est de l'ingénierie. Et l'ingénierie
n'est pas un problème. L'ingénierie nécessite juste du temps et de l'argent. Voilà. Donc on en est vraiment au tout début d'une nouvelle ère où effectivement les robots, parce que pour moi quand j'utilise le terme robot, je parle du robot au sens noble, je ne parle pas de l'aspirateur automatique, je parle vraiment du robot humanoïde. On va voir pour le grand public, pour des bêta-testeurs, un petit peu fortunés, ainsi de suite, mais les premières machines grand public d'ici moins de 5 ans, je ne parle pas forcément de nos sociétés machin, mais c'est ce qui se passe dans le secteur, c'est en pleine ébullition. C'est comme si quelqu'un avait dit en 2001 ou 2002, attendez, en 2007 va y avoir l'iPhone, alors qu'on avait tous les StarTAC Motorola à clapper et passer pour un pecno. Aujourd'hui, nous, on est vraiment à l'intérieur de ce domaine-là, on voit les machines qui arrivent, et dans 5 ans, ça sera des machines élitistes, mais elles seront là et elles existeront. C'est quoi les premières applications? On parle beaucoup d'aide à la personne, notamment au Japon, etc. C'est quoi les premières applications? Alors l'aide à la personne, on va dire que ça c'est très très pratique pour vendre ça à des investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement, des capital risques, c'est très très pratique. Moi j'y crois pas parce que l'aide à la personne, déjà il faut qu'il y ait un cadre juridique là-dedans. Si par exemple une personne âgée, la prise de médicaments, une personne atteinte d'Alzheimer, donc qui oublie énormément de choses, que la prise de médicaments tous les jours est placée sous la responsabilité du robot, que le robot il plante ou il voit mal le truc, quelle responsabilité? Ou alors un robot qui va tomber sur quelqu'un ou qui va faire chuter dans les escaliers, quelle responsabilité? Il n'y a pas de cadre juridique, donc j'y crois pas pour l'instant. Par contre, la crise financière existe, par contre des gens riches qui sont prêts à dépenser de l'argent pour être les premiers à avoir ça, ils existent, il y en a beaucoup. Et je pense que le premier vrai marché du robot humanoïde va être l'entertainment, c'est-à-dire le loisir à domicile. On pourrait même qualifier ça limite de frime, tout simplement pour quand on reçoit des gens pour un dîner mondain, simplement frimer pour qu'ils soient accueillis par un robot humanoïde chez eux, ou pour poser des questions et ainsi de suite. Pour moi, c'est le marché de l'entertainment. Donc le U-Bud de Real Humans, on est en plein dedans là. Alors là, on parle non seulement de ce genre de machine, mais on parle aussi de sextoy. C'est-à-dire que bon, j'essayais de rester corporate. Non, un autre gros marché par lequel en fait, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé, je pense, du premier marché par lequel ça va percer, la robotique, mais ça restera encore pour des gens, enfin, robot humanoïde, hein, mais pour des gens relativement aisés. Celui qui roule en Kangoo ne pourra pas s'en acheter un dans 5 ans. Celui qui roule en Bentley, ça ne devrait pas être trop un problème. Par contre, la baisse des coûts passera évidemment par l'industrie du porno. C'est évident, parce qu'à partir du moment où on a un endosquelette, le recouvrir d'une peau en latex qui reproduit exactement le désir, le fantasme du client, qu'il soit homme ou femme, hein, qu'importe, là, les gens vont être prêts à dépenser énormément d'argent, donc du coup permettre d'avoir une réduction des coûts de production très élevés, et ça se répercutera effectivement sur le marché de l'aide à la personne. Et là, ça deviendra accessible pour les retraités et les personnes malades. Eh ben, tu nous fais bien flipper. Pardon? Tu nous fais bien flipper, mais à part ça, ça va. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, mais le Minitel, c'est le porno. Bien sûr. Internet, c'est le porno. La cassette vidéo, c'est le porno. Le DVD, c'est le porno. Toutes les nouvelles technologies, même les smartphones, c'est ça. C'est la 3D. Et la robotique n'échappera pas à ça. Après, que ce soit flippant ou pas, si ça peut dépanner la misère sexuelle des personnes, où est le mal? Non, mais c'est une analyse assez réaliste des choses, c'est bien. Voilà. Moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. D'abord, entertainment pour personnes fortunées. Après, le porno, effectivement, avec des robots type, effectivement, Real Humans, donc à apparence simili-humaine. Et après, la réduction des coûts permettra de faire en sorte que ce soit une machine accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, pour conclure sur le débat, quelles sociétés sont en mesure, tu dois les connaître, tu dois les voir arriver, de produire de l'humanoïde? En Europe, synthétiquement, j'en vois 4. Alors il y a nous déjà, enfin Cybdroid qui est une société fille de Caliban. Il y a une autre société en France qui s'appelle Aldébaran Robotique qui a conçu Nao et qui travaille actuellement sur Roméo, qui est son grand frère, qui fait à peu près 1m30. En Espagne, il y a un robot qui est extrêmement abouti aussi qui s'appelle Remsi, qui est conçu par PAL Robotique. C'est une société espagnole, mais bon, les fonds viennent de Abu Dhabi. Donc est-ce qu'elle est espagnole? Bon, voilà. Mais en tout cas, je connais Francesco, son patron, très sympa, et c'est un espagnol, voilà. Il y a la société Festo en Allemagne qui, elle, est très secrète, très discrète. On ne sait pas grand-chose. En fait, officiellement, ils ne sont même pas censés travailler là-dessus. Nous, comme on est dans le monde de la robotique, on sait qu'ils travaillent là-dessus, mais c'est dans le plus grand secret.
Après, en Asie, il y a Toyota, Honda, Kawada Industries qui, on va dire, se tirent la bourre entre eux pour être là-dessus. Et aux États-Unis, il y a Boston Dynamics, mais eux qui, on va dire, depuis leur récent rachat par Google, la question se pose, mais a priori, ils étaient plus partis vers des machines militaires. Voilà. Question de drones, des drones Non, humanoïdes. des robots humanoïdes, mais militaires. D'accord. Voilà, le Terminator, synthétiquement. Et donc, j'invite vos auditeurs à aller sur Google, ou YouTube, de taper Atlas. Donc, comme ça se prononce, et Boston Dynamics, et là ils verront le Terminator mais en vrai. Ok, donc là on est bien flippé encore plus, tout va bien. Ouais, mais après c'est des machines militaires, donc il faut pas confondre le robot humanoïde civil et le robot humanoïde militaire. C'est comme si on confondait un char d'assaut et une Twingo. Non, mais en apparence c'est la même chose, ça roule, ça tourne, ça recule, ça transporte des gens. En apparence c'est la même chose. Il est bien évident que dans la vie de tous les jours, se déplacer en char d'assaut, c'est pas évident. Et sur un champ de combat, une Twingo, ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire le distinguo entre robotique civile et robotique militaire. Et l'humain développé, l'humain augmenté, pardon. Ça c'est encore un autre domaine qui, à mon avis, posera encore plus de questions éthiques que la robotique humanoïde. Parce que quid du statut juridique de l'humain augmenté en fait. Déjà, des trucs bêtes, des questions en l'air comme ça, un humain augmenté, que ce soit pour ses réflexes grâce à une puce dans le cerveau, que ce soit grâce à un membre électronique, déjà les compétitions sportives, qu'est-ce qui se passe en cas d'agression dans la rue? Quelqu'un qui fait 1m12 et 30 kg mais qui possède des bras robotisés parce qu'il a été amputé et qui casse la nuque de quelqu'un, de son agresseur, quid de la responsabilité? À mon avis, le problème de l'humain augmenté va poser encore plus de problèmes que l'humanoïde. L'humanoïde, c'est un outil, c'est de l'électroménager. L'humain augmenté, derrière, c'est une personne, mais elles ne seront pas toutes sur un pied d'égalité. Je vous invite à regarder les documentaires X-Men, qui au final, les X-Men sont des humains augmentés. Et on voit bien que, même si, je ne suis pas fan de X-Men, mais on voit bien que ça pose des problématiques. Là, ça sera un réel problème. Ceci dit, je ne suis pas contre. C'est juste que j'aimerais pas être le législateur. Ça va être compliqué. Voilà. Ok, Fabien, merci beaucoup. De rien, c'était avec plaisir. Et puis à bientôt sur Tech Geek et sur Brutal Kawaii. Très bien, avec ça grand roule. On mettra les liens vers la session Caliban et impeccable, avec grand plaisir. Tant mieux, plus on est fou, plus on se marre. Merci.